Good morning, everyone. This is week 24 of our book club on the book thief. And today we're only going to read 2 chapters because they're fairly long. So we're going to read The Promise Keeper's Wife and The Collector. These are the 2 chapters for today, but you'll still have 4 questions. And the first chapter will split between us, and then the second chapter as well. The usual. Bonjour, c'est notre 24e semaine du club de lecture pour la Voleuse de livres et aujourd'hui on va seulement lire 2 chapitres parce qu'ils sont un peu plus longs. Ce sont la femme de l'homme qui tenait ses promesses et le ramasseur, et on va diviser les 2 chapitres entre nous et on va encore avoir 4 questions comme d'habitude et Julie va commencer. The Promise Keeper's Wife. The basement, 9 a.m. 6 hours till goodbye. I played an accordion, Liesel. Someone else's. He closed his eyes. It brought the house down. Not counting the glass of champagne the previous summer, Hans Superman had not consumed a drop of alcohol for a decade. Then came the night before he left for training. He made his way to the Noller with Alex Steiner in the afternoon and stayed well into the evening. Ignoring the warnings of their wives, both men drank themselves into oblivion. It didn't help that the Noller's owner, Dieter Westheimer, gave them free drinks. Apparently, while he was still sober, Hans was invited to the stage to play the accordion. Appropriately, he played the infamous Gloomy Sunday, the anthem of suicide from Hungary. And although he aroused all the sadness for which the song was renowned, he brought the house down. Liesel imagined the scene of it, and the sound. Mouths were full, empty beer glasses were streaked with foam. The billows sided, and the song was over. People clapped. Their beer-filled mouths cheered him back to the bar. When they managed to find their way home, Hans couldn't get his key to fit the door, so he knocked repeatedly. Rosa! It was the wrong door. Frau Holzapfel was not thrilled. Schramm, you're at the wrong house. She rammed the words through the keyhole. Next door, you stupid sauerkraut. Thanks for Holzapfel. You know what you can do with your thanks, you asshole? Excuse me? Just go home. Thanks for Holzapfel. Didn't I just tell you what you can do with your thanks? Did you? It's amazing what you can piece together from a basement conversation and a reading session in a nasty old woman's kitchen. Just get lost, will you? When at long last he came home, Papa made his way not to bed but to Liesel's room. He stood drunkenly in the doorway and watched her sleep. She awoke and thought immediately that it was Max. Is it you? She asked. No, he said. He knew exactly what she was thinking. It's Papa. He backed out of the room and she heard his footsteps making their way down to the basement. In the living room, Rosa was snoring with enthusiasm. Close to 9 o'clock the next morning in the kitchen, Liesel was given an order by Rosa. Hand me that bucket there. She filled it with cold water and walked with it down to the basement. Liesel followed in a vain attempt to stop her. Mama, you can't. Can't I? She faced her briefly on the steps. Did I miss something, Zalman? Do you give the orders around here now? Both of them were completely still. No answer from the girl. I thought not. They continued on and found him on his back among a bed of drop sheets. He felt he didn't deserve Mac's mattress. Now, let's see, Rosa lifted the bucket. If he's alive. Jesus, Mary, and Joseph. The watermark was oval-shaped from halfway up his chest to his head. His hair was plastered to one side and even his eyelashes dripped. What was that for? You old drunk? Jesus! Steam was rising weirdly from his clothes. His hangover was visible. It heaved itself to his shoulders and sat there like a bag of wet cement. Rosa swapped the bucket from left to right. It's lucky you're going to the war, she said. She held her finger in the air and wasn't afraid to wave it. Otherwise, I'd kill you myself. You know that, don't you? Papa whipped a stream of water from his throat. Did you have to do that? Yes, I did, she started up the steps. If you're not up there in 5 minutes, you get another bucketful. Left in the basement with Papa, Liesel busied herself by mopping up the excess water with some drop sheets.
Papa spoke. With his wet hand, he made the girl stop. He held her forearm. Liesel, his face clinging to her. Do you think he's alive? Liesel sat. She crossed her legs. The wet drop sheet soaked into her knee. I hope so, Papa. It felt like such a stupid thing to say, so obvious, but there seemed little alternative. To say at least something of value and to distract them from thoughts of Max, she made herself crouch and placed a finger in a small pool of water on the floor. Guten Morgen, Dad, Papa. In response, Hans winked at her. But it was not the usual wink. It was heavier and clumsier. The post-Max version, the hungover version. He sat up and told her about the accordion of the previous night and Frau Apfel. The kitchen, 1 p.m. 2 hours till goodbye. Don't go, Papa, please. Her spoon-holding hand is shaking. First we lost Max. I can't lose you now, too. In response, the hungover man digs his elbow into the table and covers his right eye. You're half a woman now, Liesel. He wants to break down, but wards it off. You're right through it. Look after Mama, will you? The girl can make only half a nod to agree. Yes, Papa. He left Himmel Street wearing his hungover and a suit. Alex Steiner was not leaving for another 4 days. He came over an hour before they left for the station and wished Hans all the best. The whole Steiner family had come. They all shook his hand. Barbara embraced him, kissing both cheeks. Come back alive. Yes, Barbara. And the way it said it was full of confidence. Of course I will. He even managed to laugh. It's just a war, you know. I've survived one before. When they walked up Himmel Street, the wiry woman from next door came out and stood on the pavement. Goodbye, Frau Apfel. My apologies for last night. Au revoir, Zarker, espèce d'ivrogne, dit-elle, puis elle ajouta une note amicale. Revenez vite, Hans. Oui, Frau Apfel, merci. Elle se laissa même aller à plaisanter un peu. Vous savez où vous pouvez vous les mettre, vos remerciements. À l'angle de la rue, Frau Diller les regarda passer d'un air méfiant, posté derrière sa vitrine. Liesel prit la main de Hans et la garda tout au long du trajet de la rue de Munich au Bahnhof. Le train était déjà là. Ils s'arrêtèrent sur le quai. Rosa étreignit Hans la première, sans un mot. Sa tête était enfouie dans son torse. Ensuite, ce fut au tour de Liesel. Papa? Rien. Ne t'en vas pas, papa, je t'en supplie, ne t'en vas pas. Tant pis s'ils viennent te chercher, ne t'en vas pas. Papa? La gare, 15 heures. 0 heure, 0 minute avant le revoir. Il la prend dans ses bras. Pour dire quelque chose, n'importe quoi, il murmure par-dessus son épaule. Je te confie mon accordion, Liesel. J'ai préféré ne pas l'emporter. Maintenant, il dit quelque chose qu'il pense vraiment. S'il y a d'autres raids aériens, continue à lire dans l'abri. La poitrine naissante de Liesel lui fait mal à l'endroit où elle touche le bas des côtes de Hans. Oui, papa. Le tissu de son costume était à 1 millimètre de ses yeux. Elle parle tout contre lui. Tu nous joueras quelque chose quand tu reviendras. Le train allait partir. Hans Huberman sourit à sa fille. Il lui prit doucement le menton. C'est promis, dit-il, puis il remonta dans le wagon. Ils se regardèrent tandis que le train démarrait. Liesel et Rosa agitèrent leurs bras. La silhouette de Hans diminua de plus en plus et sa main se referma sur du vide. Sur le quai, les gens s'en allaient. Il ne resta bientôt plus que la femme qui ressemblait à une petite armoire et la fillette de 13 ans. Au cours des semaines qui suivirent, tandis que Hans Huberman et Alex Steiner étaient dans les divers camps de formation militaire accélérée, la rue Himmel eut le cœur gros. Rudy n'était plus le même, il ne parlait pas. Maman n'était plus la même, elle ne rouspétait plus. Liesel, elle, n'avait même plus envie de voler un livre, même si elle se disait que cela lui remonterait le moral. Après 12 jours d'absence paternelle, Rudy décida que cela suffisait. Il se précipita hors de chez lui et frappa à la porte de Liesel. Kommst? Ja.
Elle n'avait aucune idée de ce qu'il avait en tête, mais il n'irait pas sans elle. Ils empruntèrent la rue de Munich et sortirent de Molking. Au bout d'une heure de marche, Liesel posa la question fondamentale. Jusque-là, elle s'était contentée de jeter de temps en temps un coup d'œil au visage désiré de Rudy ou à ses poings profondément enfoncés dans ses poches. Où va-t-on? Ce n'est pas évident. Elle s'efforça de ne pas se laisser distancer. Pas vraiment. Je vais le chercher. Qui ça, ton père? Oui. Il réfléchit quelques instants. En fait, non. Je crois que je vais plutôt aller chercher le Führer. Petit pas de plus en plus rapide. Pourquoi? Rudy s'immobilisa. Parce que je veux le tuer. Il se retourna et lança à la cantonade. Vous avez entendu, bande de salauds, je veux tuer le Führer. Ils reprirent leur marche. Au bout de quelques kilomètres, Liesel décida qu'il était temps de faire demi-tour. Il va bientôt faire nuit, Rudy. Il continua à avancer. Et alors? Je rentre. Il s'arrêta de nouveau et la regarda comme si elle venait de le trahir. Eh bien, vas-y, la voleuse de livres, laisse-moi tomber. Je parie que s'il y avait un bouquin merdique au bout de cette route, tu continuerais à marcher. C'est pas vrai? Tous les deux restèrent silencieux un moment, puis Liesel trouva la force d'imposer sa décision. Tu crois que tu es le seul, Sasha? Elle fit demi-tour. Et c'est seulement ton père qui n'est plus là? Ça veut dire quoi, ça? Mentalement, Liesel fit le compte. Sa mère, son frère, Max Vandenberg, Hans Huberman, tout parti. Elle n'avait même pas eu de vrai père. Ça veut dire que je rentre à la maison. Elle marcha seule pendant un quart d'heure, et même lorsque Rudy la rejoignit, les joues moites et le souffle court d'avoir couru, aucun mot ne fut prononcé entre eux pendant plus d'une heure. Ils rentraient simplement ensemble, les pieds douloureux et le cœur las. Dans un chant dans la nuit, il y avait un chapitre intitulé « Le cœur las ». Une jeune fille romantique devait se marier avec un jeune homme, mais celui-ci était parti avec sa meilleure amie. Liesel était certaine qu'il s'agissait du chapitre 13. « J'ai le cœur si las », disait la jeune fille. Elle était assise dans une chapelle et écrivait dans son journal. « Non, pensait Liesel tout en marchant, c'est mon cœur qui est là. Ce ne devrait pas être le cas d'un cœur de 13 ans. » Lorsqu'ils arrivèrent en vue de Molking, Liesel décida de relancer la conversation en apercevant le stade. « Tu te souviens quand on a fait la course, Rudy? Et comment? C'est ce que j'étais en train de penser, d'ailleurs. On s'est cassé la figure ensemble. Tu disais que tu étais couverte de merde. C'était seulement de la boue. » Il avait maintenant du mal à dissimuler son amusement. « C'est avec les jeunesses hitlériennes que j'ai été couverte de merde. Tu t'aimais les pinceaux, Samench. » Je ne m'aimais rien du tout. Je rapporte ce que tu as dit, toi. Il y a généralement une différence entre ce que quelqu'un raconte et ce qui se passe, surtout quand ce quelqu'un s'appelle Rudy Steiner. C'était mieux. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans la rue Munich, Rudy s'arrêta devant la boutique de son père. Avant son départ, Alex Steiner avait envisagé avec Barbara l'idée qu'elle puisse tenir le commerce en son absence. Ils avaient finalement décidé que non, car celui-ci ne marchait plus très bien depuis quelque temps et il n'était pas exclu que les membres du parti se manifestent. Les affaires n'étaient jamais bonnes pour les agitateurs. Il faudrait se contenter de la solde de l'armée. Dans la vitrine, des costumes étaient accrochés au portant et les mannequins avaient toujours leur pose ridicule. « Je crois que tu plais à celui-ci, » dit Liesel au bout d'un moment. C'était une façon de signifier à Rudy qu'il était le temps de poursuivre leur route. Rudy, Rosa Huberman et Barbara Steiner attendaient ensemble sur le trottoir. « Sainte Vierge, » lança Liesel. « Est-ce qu'ils ont l'air inquiets? Ils ont l'air furieux. » There were many questions when they arrived, mainly of the just where in the hell have you two been nature, but the anger quickly gave way to relief. It was Barbara who pursued the answer. Well, Rudy? Liesel answered for him. He was killing the Führer.
she said, and Rudy looked genuinely happy for a long enough moment to please her. Bye, Liesel. Several hours later, there was a noise in the living room. It stretched toward Liesel in bed. She awoke and remained still, thinking ghosts of Papa and intruders and Max. There was a sound of opening and dragging, and then the fuzzy silence who followed. The silence was always the greatest temptation. Don't move, she thought that thought many times, but she didn't think it enough. Her feet scalded the floor. Air breezed up her pajama sleeves. She walked through the corridor darkness in the direction of silence that had once been noisy, towards the thread of moonlight standing in the living room. She stopped, feeling the bareness of her ankles and toes. She watched. It took longer than she expected for her eyes to adjust, and when they did, there was no denying the fact that Rosa Huberman was sitting on the edge of the bed with her husband's accordion tied to her chest. Her fingers hovered above the keys. She did not move. She didn't even appear to be breathing. The sight of it propelled itself to the girl in the hallway. A painted image. Rosa with accordion, moonlight on dark. 5'1" times instrument times silence. Liesel stayed and watched. Many minutes dripped past. The book thief's desire to hear a note was exhausting, and still, it would not come. The keys were not struck. The bellow didn't breathe. There was only the moonlight, like a long strand of hair in the curtain, and there was Rosa. The accordion remained strapped to her chest. When she bowed her head, it sank to her lap. Liesel watched. She knew that for the next few days, Mama would be walking around with the imprint of an accordion on her body. There was also an acknowledgement that there was great beauty in what she was currently witnessing, and she chose not to disturb it. She returned to bed and fell asleep to the vision of Mama and the silent music. Later, when she woke up from her usual dream and crept again to the hallway, Rosa was still there, as was the accordion. Like an anchor, it pulled her forward. Her body was sinking. She appeared dead. She can't possibly be breathing in that position, Liesel thought, but when she made her way closer, she could hear it. Mama was snoring again. Who need bellows, she thought, when you've got a pair of lungs like that? Eventually, when Liesel returned to bed, the image of Rosa Huberman and the accordion would not leave her. The book thief's eyes remained open. She waited for the suffocation of sleep. And so my first question for this chapter is, what do you think Hans and Alex got so drunk? Et ma question c'est, comment le rapport entre Rudy et Liesel a-t-il changé depuis le commencement du livre? And my final question for this chapter, what reason could have Rosa to take out Hans' accordion and wear it, but not play it in the middle of the night? The collector. Neither Hans Huberman nor Alex Steiner was sent to fight. Alex was sent to Austria, to an army hospital outside Vienna. Given his expertise in tailoring, he was given a job that at least resembled his profession. Cartloads of uniforms and socks and shirts would come in every week, and he would mend what needed mending, even if they could only be used as underclothes for the suffering soldiers in Russia. Hans was sent first, quite ironically, to Stuttgart and later to Essen. He was given one of the most undesirable positions on the home front, the LSE. A necessary explanation, LSE, Luftwaffe-Sicherheit, Air Raid Special Unit. The job of the LSE was to remain above ground during air raids and put out fires, prop up the walls of buildings, and rescue anyone who had been trapped during the raid. As Hans soon discovered, there was also an alternative definition for the acronym. The men in the unit would explain to him on his first day that it really stood for Leichensammler Einheit, dead body collectors. When he arrived, Hans could only guess what those men had done to deserve such a task, and in turn they wondered the same of him. Their leader, Surgeon Boris Schipper, asked him straight out. When Hans explained the bread, the juice, and the whip, the round-faced surgeon gave a short spurt of laughter. "You're lucky to be alive." His eyes were also round, and he was constantly whipping them.
They were either tired or itchy or full of smoke and dust. Just remember that the enemy here is not in front of you. Hans was about to ask the obvious question when a voice arrived from behind. Attached to it was the slender face of a young man with a smile like a sneer. Reynold, with us, he said, the enemy isn't over the hill or in any specific direction. It's all around. He returned his focus to the letter he was writing. You'll see. In the messy space of a few months, Reinhold Zucker would be dead. He would be killed by Hans Ubermann's seat. As the war flew into Germany with more intensity, Hans would learn that every one of his chefs started in the same fashion. The men would gather at the truck to be briefed on what had been hit during their break, what was most likely to be hit next, and who was working with whom. Even when no raids were in operation, there would still be a great deal of work to be done. They would drive through broken towns cleaning up. In the truck, there were 12 slouched men, all rising and falling with their various inconsistencies in the road. From the beginning, it was clear that they all owned a seat. Reinhold Zucker was in the middle of the left row. Hans Ubermann's was at the very back, where the daylight stretched itself out. He learned quickly to be on the lookout for any rubbish that might be thrown from anywhere in the truck's interior. Hans reserved a special respect for cigarette butts, still burning as they whistled by. A complete letter home. To my dear Rosa and Liesel, everything is fine here. I hope you are both well. With love, Papa. In late November, he had his first smoky taste of an actual raid. The truck was mobbed by rubble, and there was much running and shouting. Fires were burning, and the ruined cases of building were piled up in mounds. Framework leaned. The smoke bombs stood like matchstick in the ground, filling the city lungs. Hans Ubermann was in a group of 4. They formed a line. Sergeant Boris Schipper was at the front, his arms disappearing into the smoke. Behind him was Kessler, then Brunwing, then Huberman. As the sergeant hosed the fire, the other 2 men hosed the sergeant, and just to make sure, Huberman hosed all 3 of them. Behind him, a building groaned and tripped. It fell face first, stopping a few meters from his heels. The concrete smelled brand new, and the wall of powder rushed at them. Gott verdammt Ubermann, la voix émergea des flammes, suivie par 3 hommes. Ils avaient la gorge remplie de particules de cendres. Même lorsqu'ils parvinrent à s'éloigner et à tourner le coin de la rue, le nuage blanc et tiède issu de l'immeuble effondré tenta de les suivre. Dans une sécurité précaire, ils restèrent penchés en avant, jurant et toussant. Le sergent répéta sa réflexion. Bon sang, Ubermann! Ses lèvres étaient collées, il les frotta. C'était quoi ce bazar? Ça s'est effondré juste derrière nous. Je suis au courant. Ce que je voudrais savoir, c'est de quelle taille était le bâtiment. Il avait au moins 10 étages, non? Non, sergent, pas plus de 2 à mon avis. Jésus, une quinte de tout. Marie-Joseph. Skipper se frottait les yeux pour tenter d'ôter la couche de poussière et de sueur. On n'aurait pas pu faire grand-chose. L'un des hommes s'essuya le visage. Nom de chien, j'aimerais au moins une fois être sur place quand ils toucheront un bistrot. Je meurs d'envie d'une bonne bière. Tous les 4 s'adossèrent au mur. Ils avaient dans la bouche le goût de la boisson dont la fraîcheur aurait apaisé leur gorge en feu et adouci l'âcreté de la fumée. C'était un rêve délicieux, impossible à réaliser. Ils savaient qu'en fait, le bière, le liquide qui coulerait dans ces rues, ressemblerait plutôt à une bouillie blanchâtre. Chacun était enrobé d'une couche de poussière grise et blanche. Lorsqu'ils se retracèrent pour se remettre à l'ouvrage, le tissu de leur uniforme n'apparaissait plus que par endroits. Le sergent s'approcha de Brunenweg. Il lui tapota vigoureusement le torse à plusieurs reprises. « Voilà, c'est mieux. Tu avais un grain de poussière, mon pote. » Brunenweg éclata de rire. Skipper se tourna alors vers sa dernière recrue. « À toi de prendre la tête maintenant, Ubermann. » Pendant plusieurs heures, ils luttèrent contre les incendies et s'efforcèrent par tous les moyens d'étayer les immeubles qui menaçaient de s'effondrer. Parfois, quand les côtés étaient endommagés,
les arêtes qui restaient saillaient comme des coudes. C'était le point fort de Hans Huberman. Il était presque content de découvrir un chevron encore brûlant ou une plaque de béton effritée pour soutenir ses coudes et leur permettre de s'appuyer dessus. Il avait les mains remplies d'échardes et dans l'effondrement du bâtiment, des résidus étaient venus se coller sur les dents. Une couche de poussière humide avait durci sur ses lèvres et il n'avait pas une poche, pas un seul fil ou un pli caché dans son uniforme qui ne fût recouvert d'une pellicule poudreuse. Le pire de tout, dans sa tâche, c'était les gens. De temps à autre, quelqu'un errait obstinément dans cette poussière en suspension. Généralement, il criait un seul mot, un nom. Wolfgang, par exemple. « Vous avez vu mon Wolfgang ?» Il laissait les empreintes de leurs doigts sur sa veste. « Stéphanie, Hansi, Gustel, Stoboy. » Une fois la poussière retombée, l'appel des noms se poursuivait dans les rues éventrées pour aboutir parfois à des embrassades poussiéreuses ou à un hurlement de douleur à genoux. Heure après heure, ils s'accumulaient comme des rêves doux amers attendant de devenir réalité. Tous ces dangers finissaient par n'en faire qu'un. La poutre, la fumée, les flammes attissées par le vent, les gens abîmés. Comme les autres hommes de l'unité, Hans devrait perfectionner l'art de l'oubli. « Ça va, Huberman ?» demanda le sergent à un moment. Le feu était juste dans son dos. Sans conviction, Hans fit signe que oui à l'homme et à l'incendie. Au cours de leur tournée, il y eut ce vieil homme qui avançait en chancelant dans les rues. Hans finissait de stabiliser un immeuble. Lorsqu'il se retourna, il le découvrit en train d'attendre calmement qu'il s'occupe de lui. Une traînée de sang lui barrait le visage et descendait sur sa gorge et son cou. Il portait une chemise blanche au col rouge sombre et il tenait sa jambe comme si elle était à côté de lui. « Vous pouvez me relever moi aussi, jeune homme ?» Hans le prit dans ses bras et l'emporta en dehors de la zone de poussière. Une petite note triste. Je me suis rendu dans cette rue quand Hans Huberman portait encore l'homme dans ses bras. Le ciel était pommelé. C'est seulement en le déposant sur une plaque de béton couverte d'arbres que Hans comprit. « Qu'y a-t-il » demanda l'un de ses compagnons. Incapable de parler, Hans pointa le doigt. « Oh » une main l'entraîna. « Tu vas devoir t'y faire, Huberman. » Pendant le reste du service, il se lança à corps perdu dans son travail en essayant d'ignorer les échos lointains des gens qui criaient des noms. 2 heures plus tard, comme il sortait en hâte d'un immeuble en compagnie du sergent et de 2 autres hommes, il ne regarda pas à ses pieds et buta sur un obstacle. Il se rattrapa et c'est en voyant la détresse dans le regard des autres qu'il réalisa. Le cadavre était allongé sur le ventre. Il gissa sur une couverture de poutres et de poussière, les mains sur les oreilles. C'était un jeune garçon âgé de 11 ou 12 ans. Un peu plus loin, tandis qu'ils progressaient dans la rue, ils rencontrèrent une femme qui appelait « Rudolf !» et se dirigea à travers la poussière vers les 4 hommes. Son corps frêle était voûté par l'inquiétude. « Avez-vous vu mon fils ? Il a quel âge ? 12 ans. Oh Seigneur, tout Jésus. » Tout pensait la même chose, mais le sergent n'eut pas le courage de lui dire que oui, il l'avait vu, ni de l'envoyer dans sa direction. Quand elle voulut les dépasser, Boris Skipper la retint. « Nous venons de cette rue, lui assura-t-il. Vous ne le trouverez pas par là. » La femme refusait de perdre l'espoir. Mi-marchant, mi-courant, elle appela par-dessus son épaule. « Rudy !» En l'entendant, Hans Huberman pensa à un autre Rudy, celui de la rue humaine. « Par pitié, faites que Rudy soit sain et sauf, dit-il, s'adressant au ciel qui ne pouvait voir. Ses pensées s'orientèrent ensuite tout naturellement vers Liesel et Rosa, vers les Steiner et vers Max. Quand ils retrouvèrent le reste de l'équipe, il s'allongea sur le sol. « C'était comment là-bas ?» demanda quelqu'un. Les poumons de papa étaient emplis de ciel. Quelques heures plus tard, après
Après s'être lavé et avoir mangé, puis vomi, il tenta d'écrire une lettre détaillée à sa famille. Ses mains étaient agitées d'un tremblement incontrôlable, ce qui lui forçait à faire court. S'il y arrivait, il leur raconterait le reste de vive voix quand il rentrait, à condition qu'il rentre. « À mes chers Rosa et Liesel, commença-t-il. Il lui fallut plusieurs minutes pour tracer ces 6 mots sur le papier. Et ma question pour ce chapitre, c'est pourquoi Hans ne parvient-il pas à écrire une lettre plus détaillée? And this is the end of our book club for week 24. Thank you for being here with us. And if you have any questions, or if you'd like to answer the question in the comments, we'd be happy to read your answers and answer any questions you might have. Thank you. C'est la fin de notre 24e semaine. S'il vous plaît, pensez aux questions et répondez si vous voulez. Et on vous verra à la semaine prochaine. Bye.